Le lustre en cristal de la grande salle du château de Valois projetait des milliers d'éclats de lumière sur les invités, une galaxie de diamants et de sourires polis. Amélie descendait le grand escalier de marbre, reine incontestée de son empire de Champagne. Sa robe de soie émeraude flottant derrière elle comme un sillage de pouvoir. Chaque pas était calculé, chaque regard une affirmation de sa supériorité. Pourtant, une fraction de seconde d'inattention, un talon qui dérape sur la pierre polie, et l'univers bascula. Le souffle collectif des convives se suspendit dans l'air, un son feutré qui semblait amplifier sa chute imminente. Pour la première fois de sa vie, Amélie de Valois perdait le contrôle, son corps plongeant vers une humiliation publique qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le monde ralentit, les visages se déformèrent en masques de surprise, et elle sentit la froideur du marbre se précipiter vers elle, promesse d'une douleur bien moins vive que celle de la honte. Sa chute fut stoppée net. Une main ferme, incroyablement précise, s'enroula autour de son bras, la retenant avec une force tranquille qui défiait la logique. Ce n'était pas le geste maladroit d'un sauveur empressé, mais l'intervention calculée d'un prédateur. Elle leva les yeux, s'attendant à lire la pitié dans le regard de son bienfaiteur, mais elle ne rencontra que le calme impénétrable d'Antoine, son consultant en patrimoine, l'homme qu'elle avait engagé précisément pour sa cécité supposée. Son contact était un fer brûlant sur sa peau, l'ancrant dans une réalité soudainement terrifiante. Le parfum discret de son costume, un mélange de cuir ancien et d'ambre, l'enveloppa. Et tandis que les murmures soulagés de la foule s'élevaient, Amélie sentit un frisson glacial parcourir son échine. Le danger qui émanait de lui n'avait rien à voir avec la chute. C'était une menace plus profonde, plus intime, qui venait de s'éveiller. Ses lèvres effleurèrent presque son oreille, la chaleur de son souffle contrastant violemment avec la glace qui se formait dans ses veines. Il murmura 3 mots, une sentence prononcée d'une voix basse et claire, destinée à elle seule. « J'ai toujours vu ». Ces mots firent l'effet d'une déflagration silencieuse, pulvérisant la façade de son monde parfaitement orchestré. La musique de l'orchestre devint un bourdonnement lointain, les lumières du lustre se brouillèrent en une aquarelle indistincte. Ses yeux, qu'elle avait si souvent considérés comme des orbes de saphir vides et polis, semblaient maintenant sonder les profondeurs de son âme. Chaque instant de mépris, chaque parole cruelle qu'elle avait prononcée en sa présence, persuadée d'être à l'abri dans son obscurité, lui revint en mémoire avec une clarté insoutenable. Il avait tout vu, tout entendu. Il était le témoin silencieux de sa véritable nature. Le choc la frappa comme une vague, lui coupant le souffle et la parole. Chaque souvenir devint une accusation. Ce bain qu'elle avait pris dans sa suite privée, se croyant seule, où elle avait déversé à voix haute son dédain pour le monde, et surtout pour ce pauvre prince pathétique qu'elle avait engagé. Il était dans la chambre adjacente. Il avait entendu sa vanité, sa solitude cruelle. Il avait été le spectateur invisible de sa nudité physique et émotionnelle. Il connaissait la femme derrière le masque, l'héritière arrogante et vide. La vérité de sa vision était une trahison bien plus profonde que n'importe quelle tromperie. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, si vous sentez la glace se briser sous ses pieds, abonnez-vous pour vivre d'autres récits où les masques tombent et les âmes se révèlent. Aimez et commentez pour nous dire ce que vous ressentez face à cette révélation brutale. Il la redressa avec une lenteur délibérée, sa main ne quittant jamais son bras, un geste qui n'était plus un soutien, mais une prise de possession. Pour la foule qui les observait, il était le héros, le noble aveugle sauvant l'héritière imprudente d'une chute embarrassante. Mais pour Amélie, il était devenu son juge et son bourreau, dissimulé sous les traits d'un ange au visage impassible. Son expression restait d'une neutralité parfaite, mais elle pouvait désormais déceler l'intelligence acérée, presque prédatrice, qui brillait dans son regard. Le jeu de pouvoir qu'elle croyait mener, où il n'était qu'un pion décoratif, n'avait jamais été le sien. Depuis le début, il était le maître de l'échiquier, déplaçant ses pièces en silence, attendant le moment parfait pour annoncer l'échec et mat. Sa prétendue faiblesse avait été son arme la plus redoutable. Immobilisée sur cette marche de marbre, prisonnière d'un public qui l'admirait et d'un homme qui la terrifiait, Amélie comprit que son existence venait de se fracturer de manière irrévocable. Elle n'était plus la souveraine intouchable de l'Empire de Valois. Elle était la captive d'une vérité
qu'il détenait sur elle, une arme pointée sur le cœur de sa réputation. Son regard silencieux et inébranlable était une exigence, la promesse d'un jugement auquel elle ne pourrait se soustraire. La décision n'était plus sienne. Elle devait désormais jouer selon ses règles, sur son terrain. Alors qu'elle plongeait son regard dans ses yeux qui voyaient tout, une question lancinante s'imposa à son esprit. Comment tout cela avait-il commencé? Comment avait-elle pu laisser entrer ce magnifique et silencieux prédateur dans sa forteresse à peine une semaine plus tôt? Une semaine avant cette nuit fatidique, le château de Valois n'était pas une scène de bal, mais une forteresse assiégée. Amélie n'était pas une reine sur son trône, mais une héritière luttant pour sa survie. La mort soudaine de son père, 6 mois plus tôt, l'avait propulsée à la tête d'un empire qu'elle ne comprenait qu'à moitié, un monde de chiffres, de contrats et de trahisons murmurées dans les couloirs feutrés. Les membres du conseil d'administration, des hommes qui l'avaient vue grandir, la regardèrent désormais avec une pitié condescendante, attendant sa première erreur pour démanteler le legs de sa famille. Chaque matin, elle revêtait son armure de soie et de diamants, mais sous la façade glaciale, une peur viscérale la rongeait. Le château, autrefois un havre de paix, était devenu le théâtre de sa solitude, ces vastes salles résonnant du silence de son impuissance grandissante. La menace portait un nom, la Maison du Bois, un concurrent impitoyable qui flairait le sang dans l'eau. Leur dernière manœuvre avait été un coup de maître, une offre agressive sur une parcelle de vignoble stratégique que la famille de Valois convoitait depuis des générations. Lors de la réunion du conseil, Amélie avait tenté de présenter un contre-plan, mais ses mots s'étaient perdus dans le scepticisme ambiant. Elle avait senti leurs regards, non pas comme ceux d'alliés, mais comme ceux de prédateurs évaluant une proie affaiblie. L'humiliation avait été silencieuse, mais profonde. Il la voyait comme une enfant gâtée, une figure décorative incapable de diriger. Cette perception était une cage invisible, et chaque jour, les barreaux se resserraient un peu plus, l'étouffant sous le poids des attentes et du mépris qu'elle sentait peser sur ses épaules. Cette nuit-là, elle s'était réfugiée dans la bibliothèque de son père, un sanctuaire de cuir et de bois ancien qui sentait encore sa présence. Entourée des portraits de ses ancêtres, leurs regards peints semblant la juger, elle avait laissé son masque tomber. La solitude était une douleur physique, une pression dans sa poitrine. Elle n'était pas seulement seule au sommet, elle était seule contre tous. La cruauté qui commençait à durcir ses traits n'était qu'un bouclier forgé à la hâte, une imitation de la force qu'elle croyait devoir projeter. Elle se détestait pour cette faiblesse qu'elle ne pouvait montrer à personne, pour cette peur de n'être qu'une imposture, indigne du nom qu'elle portait. Le reflet de son visage dans la vitre sombre de la fenêtre lui renvoya l'image d'une étrangère aux yeux cernés par l'angoisse. C'est dans ce désespoir qu'une idée folle avait germé. Elle ne pouvait faire confiance à personne au sein de son cercle. Chaque conseiller, chaque avocat, chaque ami de la famille avait ses propres intérêts. Elle avait besoin d'un regard extérieur, d'une intelligence brillante mais neutre, d'une arme qu'elle seule pourrait contrôler. Il lui fallait quelqu'un de puissant par l'esprit, mais impuissant par sa position. Quelqu'un qui ne pourrait pas la trahir avec un regard, qui ne pourrait pas participer au jeu de pouvoir silencieux qui se jouait dans les salles de réunion. Elle cherchait un esprit affûté dans un corps inoffensif, un conseiller qui ne serait qu'une voix, une intelligence désincarnée à son service exclusif. Une marionnette de génie dont elle tiendrait les fils sans craindre qu'il ne voie la panique dans ses yeux. Le dossier d'Antoine était arrivé sur son bureau le lendemain matin, glissé au milieu d'une pile de candidats conventionnels. Le nom était celui d'une lignée princière mineure, presque oubliée, mais son parcours académique était éblouissant. Et puis, il y avait la note en bas de page, une mention discrète et tragique. Un accident récent l'avait privé de la vue. Pour Amélie, ce fut une révélation. Un prince, un génie et aveugle. C'était la combinaison parfaite, presque trop belle pour être vraie. Il était la solution à son dilemme. Sa cécité le rendait vulnérable, dépendant, et donc, à ses yeux, parfaitement sûr. Elle l'imaginait déjà, une belle statue de marbre dans son château, un esprit brillant qu'elle pourrait utiliser sans jamais avoir à affronter son jugement, sans jamais craindre qu'il ne perçoive les failles de son armure. Assise dans le silence de son bureau opulent, le contrat de service d'Antoine posé sur le bois sombre, Amélie sentit pour la première fois depuis des mois
une lueur d'espoir, aussi froide et calculatrice soit-elle. Elle n'engageait pas un homme, elle acquérait un outil, un atout secret qui lui permettrait de naviguer dans les eaux troubles de son héritage. Sa vulnérabilité était la menace constante de la maison Dubois et la défiance de son propre conseil. Antoine serait sa réponse, son bouclier invisible. Elle prit le stylo en or, son geste ferme et décidé. En signant son nom au bas du document, elle ne se doutait pas qu'elle ne faisait pas que sceller un accord professionnel. Elle venait de signer un pacte avec son destin, invitant dans sa forteresse l'homme qui ne la détruirait que pour la forcer à se reconstruire. Le jour de son arrivée, une pluie fine et persistante enveloppait le domaine de Valois d'un voile de mélancolie. Amélie l'observa depuis la fenêtre de son bureau, surplombant la cour d'honneur. La voiture noire s'arrêta, et le chauffeur aida Antoine à descendre. Il se tenait là, une silhouette impeccable dans un costume sombre, tenant une canne discrète, dont l'extrémité en argent captait la lumière grise du ciel. Il ne leva pas la tête vers le château, son visage d'une beauté classique tourné droit devant lui, comme une statue romaine indifférente aux éléments. Pour Amélie, il était exactement comme elle l'avait imaginé, une œuvre d'art magnifique et tragiquement imparfaite. Sa cécité était une cage invisible qui le rendait inoffensif, une imperfection qui calmait l'orage de ses propres insécurités. Elle se sentit puissante, maîtresse d'un destin qu'elle pouvait enfin modeler, en commençant par ce prince brisé qu'elle venait d'acquérir. Elle descendit le grand escalier, le bruit de ses talons sur le marbre annonçant son autorité. Il se tourna dans sa direction au son de ses pas, son immobilité ayant quelque chose d'absolu, de presque prédateur. Il n'y avait aucune trace de la vulnérabilité attendue sur ses traits. Lorsqu'elle s'arrêta devant lui, le silence s'épaissit, chargé d'une tension qu'elle ne parvint pas à identifier. Son parfum, un mélange sur mesure de rose et de poivre, flotta entre eux, une déclaration olfactive de son statut. Elle parla la première, sa voix un instrument parfaitement accordé pour exprimer une courtoisie glaciale. Il inclina à peine la tête et quand il répondit, son timbre grave sembla vibrer dans les pierres du hall. Il n'y avait ni déférence ni gratitude dans sa voix, seulement une neutralité profonde qui la déstabilisa. Elle avait voulu un serviteur, mais l'homme qui se tenait devant elle ressemblait davantage à un roi en exil. Amélie le conduisit vers la bibliothèque, son sanctuaire de pouvoir. Marchant légèrement devant lui pour affirmer sa position de guide, elle lui décrivait l'agencement des pièces d'un ton professoral, savourant sa dépendance. Alors qu'il passait devant un portrait de son père, elle fit un geste vague de la main. « Mon père a construit cet empire sur l'audace, pas sur la prudence, » dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Elle s'attendait à ce qu'il reste silencieux, mais il répondit à son geste invisible. « L'audace laisse des fissures que la prudence seule peut réparer. Il semble que votre père vous ait laissé un héritage de fissures à gérer. » Amélie se figea. Comment pouvait-il savoir? Il n'avait pas vu son geste, mais il avait perçu son doute, l'ombre de la peur qui s'accrochait à son orgueil. Pour la première fois, elle sentit un frisson désagréable, la sensation que ce n'était pas elle qui menait le jeu. Dans l'immense bibliothèque, l'odeur du cuir et du papier ancien emplissait l'air. Elle étala les dossiers financiers sur la table en chêne massif, un geste délibérément cruel. « Voici l'étendue du désastre. La maison Dubois nous étouffe. J'ai besoin que vous trouviez une faille dans leur stratégie, une faiblesse que mes conseillers n'ont pas vue. » Elle s'attendait à ce qu'il demande de l'aide, à ce qu'il soit réduit à écouter sa lecture des chiffres, la plaçant dans une position de contrôle total. Au lieu de cela, Antoine s'approcha de la table, ses longs doigts effleurant la surface du bois, avant de se poser délicatement sur les pages. Il ne demanda rien. Il resta là, la tête légèrement inclinée, comme s'il écoutait le murmure silencieux des chiffres, comme si les colonnes de perte et de profit lui racontaient une histoire que ses yeux n'avaient jamais eu besoin de lire. Le silence devint lourd, presque insoutenable. Puis il commença à parler, et le monde d'Amélie bascula. Sa voix était calme, mais chaque mot était une lame affûtée qui découpait ses certitudes. Il ne se contenta pas d'analyser les chiffres. Il décrivit les hommes derrière eux, leurs habitudes, leurs peurs, leurs ambitions. Il esquissa le portrait psychologique du conseil d'administration de la Maison Dubois avec une précision terrifiante, comme s'il avait passé sa vie à leur côté. Il pointa du doigt non pas une, mais 3 failles stratégiques,
des erreurs nées de l'arrogance que personne, pas même elle, n'avait décelées. Il ne se contentait pas de lire un rapport, il lisait l'âme de l'entreprise rivale. Amélie le regardait, sa condescendance initiale se muant en un mélange de stupeur et d'une admiration qu'elle ne voulait pas s'avouer. Cet homme n'était pas un outil. Il était une force de la nature qu'elle venait de déchaîner dans sa propre maison. Son analyse terminée, il se redressa, son visage impénétrable tourné vers elle. L'impression initiale d'Amélie, celle d'un bel objet cassé, s'était pulvérisée, remplacée par la vision d'un esprit redoutable logé dans une forteresse de silence. Lui, de son côté, avait entendu la fragilité sous l'acier de sa voix et venait de confirmer l'étendue de sa solitude stratégique. Il ne lui offrit pas de solution, mais un ultimatum déguisé en proposition. « Votre approche est défensive. C'est une erreur. Nous n'allons pas défendre l'héritage de votre père. Nous allons l'utiliser comme appât. » Amélie, le souffle coupé par son audace, tenta de protester, de reprendre le contrôle. Il l'interrompit non pas par un mot, mais par un silence si lourd qu'il en devint une réponse. « La décision vous appartient, Madame de Valois. Continuez à jouer selon leurs règles, ou commencez à jouer selon les miennes. » Il la laissa seule avec ce choix impossible, le poids de son empire reposant soudain sur la confiance qu'elle accorderait à un homme aveugle qui voyait plus clair que quiconque. Le silence de la bibliothèque se fit plus lourd, plus dense, un poids tangible qui semblait s'enrouler autour d'Amélie, l'étouffant dans ses propres murs. Sa proposition, ou plutôt son ultimatum, résonnait encore dans l'air, une vibration qui faisait trembler les fondations de son orgueil. Elle le dévisagea, cherchant une fissure dans son masque de marbre, une once d'hésitation qui lui aurait permis de reprendre le dessus. Mais il n'y en avait aucune. Son calme était une forteresse imprenable. Elle avait le choix entre la ruine publique et la soumission privée à cet homme qui avait déchiffré son âme. Une rage froide monta en elle, une envie de le gifler, de briser cette sérénité insultante. Pourtant, elle savait que la violence serait un aveu de défaite. Alors, elle ravala sa fureur, la transformant en un poison qu'elle garderait pour plus tard. D'une voix qu'elle s'efforça de rendre neutre, elle prononça les mots qui scellèrent son sort. « Très bien. Nous jouerons selon vos règles. » Les jours qui suivirent furent une lente et douloureuse abdication. Le château de Valois, autrefois son royaume incontesté, devint le théâtre de leur lutte de pouvoir silencieuse. Il ne lui donnait pas d'ordre direct, ce qui était encore plus humiliant. Il posait des questions, suggérait des pistes, et la laissait arriver à la seule conclusion logique, la sienne. Chaque matin, il se retrouvait dans la bibliothèque, transformé en quartier général, et il démantelait pièce par pièce les stratégies qu'elle avait mis des semaines à élaborer. Il pointait les failles avec une précision chirurgicale, la forçant à admettre ses propres erreurs, son manque de vision. Elle se sentait disséquée, exposée sous le scalpel de son intelligence. Elle résistait par des pics sarcastiques, des silences méprisants, mais il les ignorait, son attention entièrement tournée vers l'échiquier de leur guerre économique. Elle n'était plus la reine, elle était devenue une pièce maîtresse qu'il déplaçait avec une expertise déconcertante. Un après-midi, alors qu'ils examinaient les investissements de la Maison du Bois, son téléphone personnel sonna. Il s'excusa d'un simple hochement de tête et s'éloigna près de la grande fenêtre, tournant le dos à Amélie. Il répondit dans une langue gutturale et élégante qu'elle ne reconnut pas, peut-être de l'allemand ou une langue slave. Le ton de sa voix changea radicalement. La froideur calculatrice laissa place à une chaleur inattendue, une inflexion presque tendre qui la prit au dépourvu. Il sourit, un vrai sourire qui illumina son profil et révéla une facette de lui qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Elle sentit une pointe de jalousie absurde. Qui était cette personne capable de percer son armure de glace? Une amante? Une sœur? Pour la première fois, elle réalisa qu'il avait un monde à lui, une vie en dehors des murs de son château, un univers dont elle était totalement exclue et qui le rendait encore plus insaisissable et dangereux. Une semaine s'écoula, puis 2. Le temps se mesurait en petites victoires contre la Maison du Bois. Une acquisition bloquée, un contrat détourné, une rumeur savamment distillée qui semait la panique chez leurs actionnaires. Le génie stratégique d'Antoine était indéniable, et malgré elle, Amélie sentait une admiration réticente s'installer. La haine et la peur étaient toujours là, mais elles étaient désormais mêlées à une fascination pour cet esprit brillant. Leur confrontation devenait moins hostile, plus intellectuelle.
Un soir, tard dans la nuit, alors qu'ils débattaient d'une clause de contrat, elle oublia un instant qu'il était son geôlier. Leurs voix se superposaient, leurs arguments s'entrechoquaient dans une danse passionnée. Leurs regards se croisèrent dans le silence qui suivit, et l'air se chargea d'une électricité nouvelle, une tension qui n'avait plus rien à voir avec le pouvoir, mais tout avec le désir. Il fut le premier à détourner les yeux, et le mur de glace se reforma instantanément entre eux. Ce fut lui qui rompit le fragile équilibre qu'ils avaient atteint. Un matin, il posa sur la table un dossier relié de cuir sombre. « Nous avons affaibli Dubois, mais pour les achever, nous avons besoin d'une alliance puissante. Le fonds d'investissement autrichien von Hess est notre meilleure option. Une réunion du conseil est prévue à Paris dans 3 jours. » Amélie hocha la tête, prête à préparer les chiffres. Mais il ajouta, son regard la fixant avec une intensité nouvelle. « Ce ne sera pas une simple réunion d'affaires. Ma sœur aînée, la duchesse Eleonora von Hess, dirige le fonds. Elle est protectrice. Elle voudra vous rencontrer, évaluer non seulement la directrice de la maison de Valois, mais aussi la femme avec qui son frère passe ses jours et ses nuits. » L'avertissement était clair. Elle ne serait pas seulement jugée sur ses compétences, mais sur sa personne. Elle allait être jetée en pâture à sa famille, à son monde. Le poids de cette annonce s'abattit sur elle, plus lourd encore que la menace de la faillite. Pendant près d'1 mois, elle avait vécu dans cette bulle tendue, ce huis clos avec Antoine où elle commençait à peine à trouver ses marques. Désormais, il allait l'exposer à son clan, à des gens qui la verraient à travers le prisme de leur affection pour lui. La dynamique de leur relation, un mélange complexe de dépendance, de ressentiment et d'une attirance inavouée, allait être scrutée par des yeux étrangers. Elle comprit que ce n'était pas seulement un test pour son entreprise, mais un jugement de sa valeur en tant que femme. Antoine la regardait et pour la première fois, elle crut déceler non pas de la froideur, mais une sorte d'attente, presque une inquiétude. La réunion à Paris n'était plus une opportunité, c'était devenu une arène, et elle sentait déjà le sable froid sous ses pieds, sachant que la prochaine humiliation serait orchestrée par lui, mais devant un public bien plus intime et redoutable. Le voyage vers Paris s'était déroulé dans un silence pesant, une trêve armée où chaque regard échangé était une négociation tacite de pouvoir. Assise dans le compartiment feutré du train, Amélie observait le paysage défiler, une succession de verts et de gris qui reflétèrent la tempête dans son âme. Elle portait une armure de haute couture, un tailleur d'un blanc immaculé, aussi rigide et impeccable que la façade qu'elle s'efforçait de maintenir. Pourtant, en arrivant dans le salon privé de l'hôtel particulier des von Hess, un sanctuaire de dorures et de velours anciens au cœur du 8e arrondissement, elle sentit son assurance s'effriter. Antoine n'était plus à ses côtés comme un subordonné, mais comme un prince retournant sur ses terres. Son aisance dans ce luxe ancestral, la manière dont sa main effleurait un bronze sur la cheminée, tout en lui proclamait qu'elle n'était plus sur son territoire. Elle était une étrangère sur le point d'être jugée par sa tribu, et pour la première fois, elle se sentit terriblement sous-équipée pour la bataille à venir. La duchesse Eleonora von Hess était l'incarnation de l'élégance aristocratique, une femme dont la beauté froide était accentuée par une intelligence perçante qui brillait dans ses yeux clairs. Elle les accueillit avec une courtoisie parfaite, mais son sourire n'atteignait jamais son regard lorsqu'il se posait sur Amélie. La conversation débuta sur des sujets d'affaires, un ballet verbal où Amélie para les questions techniques avec une compétence qu'elle avait durement acquise au cours des dernières semaines. Elle sentait le regard d'Antoine sur elle, un poids indéchiffrable. Il restait en retrait, silencieux, la laissant seule face à sa sœur. C'était une mise à l'épreuve, elle le comprenait. Chaque réponse, chaque geste était analysé, pesé sur la balance de l'approbation familiale. Eleonora, avec une subtilité cruelle, ne la questionnait pas sur les chiffres, mais sur ses motivations, ses valeurs, cherchant la faille sous la surface polie de l'héritière de Valois. L'attestant non pas comme une partenaire commerciale, mais comme une prétendante à l'attention de son frère. Le piège se referma avec la lenteur d'un étau. Eleonora amena la conversation sur l'accident d'Antoine, sa voix se chargeant d'une fausse compassion. « Mon frère a traversé une épreuve terrible. Sa convalescence a exigé un environnement de confiance absolue, de bienveillance. Il est si facile de profiter de la vulnérabilité d'un homme privé de son principal moyen de défense. »
Amélie sentit une sueur froide perler sur sa nuque. Elle répondit d'une voix qu'elle espérait neutre, parlant de la force de caractère d'Antoine, de sa résilience. C'est alors qu'Éléonora lui porta le premier coup. Oh, sa force est immense, en effet. Il a dû supporter bien plus que la perte temporaire de sa vue. Il a dû supporter le mépris silencieux, la cruauté de ceux qui se croyaient à l'abri, pensant qu'ils n'étaient qu'un meuble, incapables de percevoir leur dédain. Chaque mot était une flèche empoisonnée, visant un cœur qu'Amélie ne savait plus comment protéger. Antoine, lui, restait impassible, son silence une complicité assourdissante. L'exécution fut menée avec un sourire glacial. Éléonora se tourna vers son frère, puis replongea son regard dans celui d'Amélie. « Mon frère m'a tout dit, mademoiselle de Valois. Il a une mémoire parfaite, vous savez. Il se souvient de chaque mot que vous avez prononcé, pensant être seul dans votre suite, alors qu'il était dans la chambre adjacente. Il m'a confié votre analyse si perspicace de sa condition. Comment l'avez-vous appelé déjà? Ah oui, le pauvre prince pathétique. » Le monde d'Amélie se brisa en un million d'éclats de verre. Les mots, ces mots, prononcés dans l'intimité de sa solitude arrogante, résonnaient maintenant dans ce salon doré, transformé en une sentence publique. L'humiliation était totale, absolue, non seulement parce que son secret était révélé, mais parce que c'était lui, Antoine, qui l'avait livré à sa sœur. Il avait pris sa plus grande vulnérabilité, sa cruauté née de la peur, et l'avait utilisée comme une arme pour la détruire devant son monde. Il n'esquissa pas le moindre geste pour la défendre, son visage de marbre confirmant chaque syllabe de cette trahison. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Le sang quitta le visage d'Amélie, la laissant d'une pâleur de cire. Ses mains, posées sur ses genoux, se mirent à trembler imperceptiblement. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Une force insoupçonnée, née des cendres de son orgueil pulvérisé, la redressa. Lentement, avec une dignité royale, elle se leva. Son regard croisa celui d'Antoine une dernière fois. Il n'y avait plus de haine, plus de défi, seulement un vide abyssal, la vision d'une âme qui venait d'être assassinée. Sans un mot, elle se détourna de lui, de sa sœur, de ce tribunal improvisé. Elle traversa le long salon, chaque pas résonnant sur le parquet ciré, comme un coup de marteau sur un cercueil. Elle ouvrit la lourde porte et sortit, disparaissant dans le couloir puis dans les rues grises de Paris. Une reine déchue marchant vers un exil dont elle ignorait tout, emportant avec elle les ruines de ce qu'elle avait été, fuyant le son de son propre cœur qui se brisait. La porte se referma derrière elle avec un bruit feutré et définitif. Dans le salon, le silence était désormais chargé de l'écho de sa douleur. Antoine resta immobile, son regard fixé sur le bois sombre de la porte, comme s'il pouvait encore voir sa silhouette à travers. La satisfaction qu'il aurait dû ressentir, celle du justicier ayant accompli sa mission, ne vint jamais. À sa place, un regret glacial et mordant s'insinua dans ses veines. Il revoyait ses yeux, ce vide infini où il avait anéanti jusqu'à la dernière lueur de combativité. Il avait voulu briser son armure, pas son esprit. Qu'il avait voulu la forcer à se voir, pas la détruire. L'image de sa dignité dans la défaite, de sa sortie silencieuse, était plus puissante que tous les éclats de sa colère passée. Soudain, il comprit l'ampleur de son erreur. Ce n'était pas une leçon, c'était une exécution. Une impulsion violente, un besoin irrépressible de réparer ce qu'il venait de casser, le saisit. Avant même que sa sœur ne puisse prononcer un mot, il se tourna et se lança à sa poursuite, le cœur battant au rythme de ses pas précipités sur le marbre. Il se précipita hors de l'hôtel particulier, son cœur martelant une cadence frénétique contre ses côtes. La porte dorée se referma derrière lui, le séparant du silence accusateur de sa sœur. Dehors, la pluie fine de Paris avait cessé, laissant les pavés luisants sous la lumière des lampadaires. Antoine fendit la foule anonyme du trottoir, ses yeux scannant chaque silhouette féminine, chaque taxi qui s'éloignait. Il l'appela, son nom, un murmure étranglé par le bruit de la ville, une prière perdue dans l'indifférence ambiante. Pour la première fois, il mesurait toute l'étendue de sa cruauté. La victoire qu'il avait si méticuleusement orchestrée avait le goût amer des cendres. Il n'avait pas simplement brisé son orgueil, il l'avait anéanti, la laissant seule et sans défense dans cette jungle de pierre. Il avait été son juge, son bourreau, et maintenant, dans son absence soudaine et totale, il n'était plus qu'un homme hanté par le fantôme de la femme qu'il venait de détruire.
Amélie ne fuyait pas loin. Elle marcha sans but pendant ce qui lui sembla une éternité, ses talons claquant sur le sol humide, jusqu'à ce que ses jambes refusent de la porter plus loin. Elle trouva refuge dans un petit hôtel sans nom, une de ces bâtisses discrètes nichées dans une rue secondaire. La chambre était petite, impersonnelle, à des années-lumière du luxe glacial auquel elle était habituée. Elle ferma la porte à clé, le son du pêne s'enclenchant résonnant comme une sentence finale. Lentement, mécaniquement, elle se défit de son tailleur blanc, cette armure désormais inutile, et le laissa tomber en un tas informe sur le sol. Face au miroir piqué de la salle de bain, elle contempla son reflet. Ce n'était pas la colère ou la tristesse qu'elle voyait dans ses propres yeux, mais un vide terrifiant. Le silence n'était pas une paix, mais l'absence de tout. Elle s'assit sur le lit, le contact rêche des draps contre sa peau, et resta là, immobile, tandis que la nuit parisienne enveloppait la ville. Les jours suivants se transformèrent en une torture silencieuse pour Antoine. Retourné au château de Valois, il arpentait les couloirs et les salons comme une âme en peine. Chaque pièce était une scène de crime où il était à la fois le détective et l'assassin. Il avait engagé les meilleurs enquêteurs privés, utilisé ses contacts les plus influents. Mais Amélie s'était évaporée. Aucune transaction bancaire, aucun appel téléphonique, aucune trace. Elle avait disparu comme si elle n'avait jamais existé, prouvant une fois de plus une intelligence et une résilience qu'il avait sottement sous-estimées. La bibliothèque, leur ancien champ de bataille, était devenue son sanctuaire de remords. L'odeur de cuir et de papier ancien était désormais imprégnée de son absence. Il s'asseyait à la grande table, fixant la chaise vide en face de lui, et comprenait enfin la nature de son erreur. Il avait voulu la voir, vraiment la voir, et maintenant, il était condamné à une cécité bien plus profonde que celle qu'il avait feinte. Loin du faste parisien, dans un petit village de Normandie battu par les vents, une nouvelle vie commençait. Amélie avait troqué ses robes de soie contre des pulls en laine et des jeans usés. Elle avait coupé ses longs cheveux, sacrifiant sa crinière dorée sur l'autel de l'anonymat. Elle avait trouvé un travail dans une petite librairie près du port, un havre de paix où l'odeur du papier rivalisait avec celle de l'iode marin. Les journées s'écoulaient au rythme des marées, un baume apaisant sur ses blessures à vif. Personne ne connaissait son nom, son histoire. Elle n'était plus Amélie de Valois, l'héritière, elle était simplement Amélie, la femme silencieuse qui recommandait des romans d'aventure aux enfants du village. Chaque soir, elle marchait le long de la plage, laissant les vagues froides lécher ses pieds nus, sentant le sel purifier l'air et espérait-elle son âme. Elle ne se reconstruisait pas encore. Elle apprenait simplement à respirer de nouveau, seule. 1 mois s'était écoulé, un désert de 30 jours sans la moindre trace. L'échec des recherches conventionnelles poussa Antoine à chercher ailleurs, non pas dans le monde des affaires, mais dans l'intimité qu'il avait violée. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, il entra dans la suite privée d'Amélie, un sanctuaire qu'il n'avait jamais osé profaner. Poussé par un désespoir qu'il ne s'avouait pas, il ouvrit les tiroirs de son bureau. Au lieu de documents financiers, il trouva une boîte en bois de rose. À l'intérieur, pas de bijoux, mais une collection de vieilles cartes postales, écrites d'une main d'enfant et adressées à son père. Elles provenaient toutes du même village de Normandie. Sur chacune d'elles, le même phare était dessiné encore et encore, symbole d'un bonheur perdu, d'une innocence oubliée. Ce n'était pas une information, c'était une âme qui se dévoilait. Une lueur d'espoir, fragile mais tenace, s'alluma dans les ténèbres de son repentir. Il avait enfin une piste. 5 semaines après la débâcle parisienne, la lumière dorée du crépuscule baignait la côte normande. Amélie se tenait au pied du vieux phare, celui de ses souvenirs d'enfance, le vent salé fouettant son visage et ses cheveux courts. Elle ferma les yeux, une paix fragile s'installant en elle pour la première fois. Au même instant, une voiture noire se garait à l'entrée du chemin menant à la plage. Antoine en descendit, son costume impeccable semblant déplacé dans ce décor sauvage. Il tenait à la main l'une des cartes postales, son talisman, sa boussole. Il ne savait pas si elle serait là, mais son instinct lui criait que c'était ici, dans ce lieu de mémoire et de solitude, qu'il la trouverait. Il respira profondément l'air marin, un mélange d'iode et d'espoir, et commença à marcher. Il scruta l'horizon cherchant non pas une héritière, mais une femme qu'il avait brisée
et qu'il devait à tout prix retrouver pour se reconstruire lui-même. Le voyage vers la Normandie fut une course contre ses propres démons, une pénitence silencieuse sur des kilomètres d'asphalte gris. Antoine conduisait lui-même la carte postale d'enfant posée sur le siège passager, un fragile parchemin de vérité dans l'habitacle luxueux de la voiture. Chaque virage le rapprochait d'elle et l'éloignait de l'homme qu'il avait été. Il avait quitté le château à l'aube, sans un mot pour personne, mu par une certitude viscérale. Le paysage changeait, passant des vignobles ordonnés de la Loire aux pâturages sauvages et aux ciels immenses de la côte. Il ne cherchait pas une femme à reconquérir, mais une âme à qui il devait rendre ce qu'il lui avait volé, la possibilité d'être elle-même. La peur de la trouver aussi brisée qu'il l'avait laissée était une douleur physique, un nœud dans sa gorge qui se resserrait à mesure que l'odeur de l'iode commençait à flotter dans l'air, promesse salée d'un jugement imminent sur une plage oubliée. Le village était une aquarelle de toits d'ardoise et de façades blanchies à la chaux, blotties contre une mer d'émeraude agitée. Il gara la voiture à l'écart, sentant immédiatement le décalage entre son costume sombre et la simplicité brute des lieux. Il n'était plus le prince Fonès, ni le consultant aveugle, mais un homme ordinaire, un intrus dans un monde qui n'était pas le sien. Il marcha le long du port, le cri des mouettes et le cliquetis des haubans contre les mâts, formant une symphonie mélancolique. Il montra la carte postale à un vieux pêcheur qui réparait ses filets, ses mains noueuses s'arrêtant un instant. L'homme plissa les yeux, reconnaissant le phare dessiné maladroitement, puis son regard se posa sur Antoine. Un regard qui mesurait l'étranger avec une sagesse ancestrale. Il ne donna pas une direction, mais un avertissement silencieux, avant de pointer un doigt usé par le sel vers une petite ruelle pavée qui montait vers le cœur du village. Au bout de la ruelle, une enseigne en bois peint se balançait doucement au gré de la brise. La page salée. Une librairie. Le cœur d'Antoine manqua un battement. C'était si simple, si parfait, si loin de l'héritière qu'il avait connue. Il s'approcha de la vitrine, le souffle court et la vie. Elle était derrière le comptoir, un pull en laine brute sur les épaules, ses cheveux courts encadrant un visage dépourvu de tout artifice. Elle riait doucement, en parlant à une petite fille qui lui tendait un livre. Ce n'était pas le rire cristallin et calculé des salons parisiens, mais un son chaud, authentique, qui le frappa avec la force d'une révélation. Il la regarda, invisible, pendant un long moment, voyant non pas la femme qu'il avait voulu punir, mais celle qu'il avait, sans le savoir, toujours cherchée. La femme cachée sous des couches de soie et de diamants, qui ne demandait qu'à respirer l'air du large et l'odeur des vieux livres. La cloche au-dessus de la porte tinta, un son clair et cristallin qui brisa le silence feutré de la librairie. Amélie leva les yeux, son sourire s'évanouissant instantanément. Le voir là, debout dans l'encadrement de la porte, était une apparition si improbable qu'elle crut d'abord à une hallucination. Le choc initial laissa place à une vague de froid qui remonta le long de sa colonne vertébrale. C'était lui. La même silhouette impeccable, le même visage aux traits parfaits, mais ses yeux, cette fois, ne dissimulaient plus rien. Ils étaient emplis d'une émotion brute, presque douloureuse, qu'elle n'avait jamais vue. La petite fille à ses côtés sentit la tension et se cacha derrière ses jambes. Amélie se redressa, son corps se raidissant, reconstruisant en une fraction de seconde les murs qu'elle avait mis des semaines à démanteler. Son regard devint une lame de glace, son silence une forteresse. Elle ne lui laisserait plus jamais l'accès à son âme. Il fit un pas à l'intérieur, refermant doucement la porte derrière lui. Le parfum du bois ciré, du papier et de la mer semblait s'épaissir autour d'eux. Il ne tenta pas de s'approcher, respectant la distance qu'elle avait instinctivement mise entre eux. Sa voix, quand il parla, était basse, presque un murmure, dépouillé de toute arrogance. « Je ne suis pas venu pour demander pardon, Amélie. Il n'y a pas de mots pour ce que j'ai fait. » Il marqua une pause, la laissant absorber la sincérité de son ton. Puis il sortit de sa poche non pas une arme, non pas un contrat, mais une autre carte postale, identique à la sienne, mais écrite d'une main d'adulte. « Je suis venu parce que j'ai trouvé ceci dans les affaires de mon père. Il a passé son enfance dans le village voisin. Il venait dessiner ce même phare. Je ne savais pas que nos solitudes avaient la même géographie, les mêmes racines. » Cette révélation inattendue, ce lien improbable tissé dans le passé, fut la première fissure dans son armure de glace. Il ne parlait pas d'eux, de leur guerre,
mais d'une coïncidence si poétique qu'elle en devenait presque douloureuse. Elle le regarda, cherchant le piège, la manipulation, mais ne trouva qu'une vulnérabilité qui faisait écho à la sienne. Il avait partagé un secret, une blessure, se mettant à nu d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle ne répondit pas, mais son silence changea de nature. Ce n'était plus un mur, mais une attente. La question flottait entre eux, invisible et pesante. Il avait traversé la France non pas pour la réclamer, mais pour lui montrer qu'ils étaient des faits de la même argile, façonnés par les mêmes marées de solitude. Une nouvelle tension s'installa, non plus de haine, mais d'une curiosité terrifiante. Elle devait savoir pourquoi il était réellement là, ce qu'il attendait d'elle maintenant qu'il avait trouvé leur sanctuaire commun. Il brisa le silence, sa voix un écho grave dans la quiétude de la librairie, un son qui semblait appartenir à un autre monde, celui des châteaux et des secrets. « Je n'ai pas orchestré votre chute pour le plaisir de la vengeance, Amélie. C'était plus tordu que cela. Je vous ai entendu cette nuit-là, pas seulement vos mots, mais la solitude glaciale qui les enveloppait. J'ai reconnu cette prison car j'ai grandi dans une cage similaire, dorée mais tout aussi vide. J'ai vu la femme terrifiée sous l'armure de l'héritière, et au lieu de lui tendre la main, j'ai décidé de briser l'armure par la force. Je voulais vous forcer à voir ce que je voyais, la beauté fragile que vous cachiez sous des couches de mépris. C'était une méthode cruelle, arrogante et impardonnable. Je suis devenu le monstre que je prétendais combattre, en utilisant la vérité comme une arme pour vous anéantir, espérant bêtement qu'une nouvelle version de vous renaîtrait des cendres que j'avais moi-même créées. La voix d'Amélie, lorsqu'elle lui répondit enfin, était aussi fragile que du verre filé, mais chaque mot portait le poids de son humiliation. Vous n'avez rien brisé pour reconstruire, Antoine. Vous avez détruit pour le simple plaisir de voir s'effondrer. Vous parlez de ma prison, mais vous étiez mon geôlier, un geôlier qui se délectait de chaque barreau qu'il ajoutait. À Paris, ce n'était pas une leçon, c'était une exécution publique. Vous avez pris mes peurs les plus intimes, celles que je n'avais murmurées qu'à moi-même, et vous les avez offertes en spectacle à votre sœur. Vous m'avez regardé me vider de mon sang sur le tapis de ce salon doré, et vous n'avez pas esquissé un seul geste. Ne venez pas me parler de solitude ou de cage dorée. La seule chose que vous avez vue en moi était un miroir de votre propre orgueil, et vous avez décidé de le fracasser pour ne plus avoir à supporter votre propre reflet. Votre quête n'était pas la rédemption, c'était l'anéantissement. Il ne se défendit pas, acceptant chaque mot comme une sentence méritée. Il fit un pas de plus, la distance entre eux se réduisant à un souffle. Vous avez raison, c'est ce que je croyais vouloir, mais en vous voyant disparaître, en arpentant les couloirs vides de Valois, j'ai compris mon erreur monumentale. Je n'ai pas fracassé un miroir, j'ai éteint une lumière. La vérité, c'est que votre force, même dans la cruauté, me fascinait. Votre intelligence, même au service de votre orgueil, m'intimidait. J'ai voulu vous mettre à genoux pour me sentir à votre hauteur. Ma confession n'est pas une excuse, c'est un aveu. J'ai voulu briser l'armure, mais j'ai failli détruire la femme à l'intérieur. Et c'est cette femme, celle qui rit avec les enfants et qui respire l'odeur des vieux livres, que j'étais venu chercher sans même le savoir. C'est elle que je suis venu retrouver, non pour la réclamer, mais pour lui dire que je la vois enfin, sans aucun jeu, sans aucun masque. Un silence profond s'installa, seulement troublé par le murmure lointain des vagues. Une larme solitaire traça un sillon sur la joue d'Amélie, la première fissure dans sa forteresse reconstruite. Lentement, avec une hésitation qui en disait plus que n'importe quelle parole, il leva la main, non pour la saisir, mais pour effleurer sa joue, son pouce recueillant la larme salée. Elle ne recula pas. Ce simple contact fut une reddition, un pardon silencieux. Il se pencha vers elle, leurs fronts se touchant, leur souffle se mêlant à l'odeur de papier et d'iode. Le baiser qui suivit ne fut pas une explosion de passion, mais une rencontre tendre et désespérée, un pont jeté au-dessus d'un abîme de douleur. C'était un baiser de guérison, empreint du goût du sel et des regrets, une promesse fragile que la reconstruction était possible, non pas seule, mais ensemble, à partir de leur ruine commune. Après un instant qui sembla suspendu hors du temps, ils se séparèrent, mais il ne la lâcha pas. « Pendant votre absence, j'ai protégé Valois, dit-il d'une voix douce. J'ai contenu la maison du bois, j'ai rassuré le conseil. Je n'ai pas pris votre place, j'ai gardé votre trône au chaud. Il vous attend. »
Il la regarda, ses yeux ne la quittant pas, cherchant à lire sa décision. « L'Empire a besoin de sa reine, Amélie, mais pas de celle qui est partie. Il a besoin de celle que vous êtes devenue ici, dans ce village, au bord de la mer, une femme qui connaît sa propre valeur au-delà de son nom et de sa fortune. Revenez, non pas pour moi, mais pour vous. Revenez et dirigez comme vous seul pouvez le faire, avec la force que vous avez trouvée dans la simplicité. Et laissez-moi être à vos côtés, non plus comme votre juge, mais comme votre partenaire, votre allié le plus loyal. » La nuit était tombée sur le petit village normand lorsqu'ils sortirent de la librairie, laissant derrière eux la lumière chaude et les fantômes du passé. Main dans la main, ils marchèrent sur le sable humide, leurs silhouettes se découpant dans la lueur argentée de la lune. Le plan était simple, forgé dans le silence de leur réconciliation. Dans une semaine, ils retourneraient ensemble au château de Valois. Ils affronteraient le conseil, repousseraient l'assaut final de la maison du bois et reconstruiraient l'Empire sur de nouvelles fondations. La transparence et le respect mutuel. Au loin, le faisceau du phare balayait l'obscurité de la mer, une lumière régulière et rassurante. C'était leur nouveau symbole, non plus un souvenir d'enfance solitaire, mais un guide pour leur avenir commun. Ils s'arrêtèrent, regardant la lumière danser sur les vagues, prêts pour la dernière bataille qui consacrerait leur amour né de la plus brutale des vérités. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit en Normandie, 6 mois de reconstruction silencieuse, non seulement d'un empire mais de 2 âmes. Ce soir, le château de Valois n'était plus une forteresse assiégée, ni une scène de bal masqué, mais le théâtre de leur consécration. La lumière du grand lustre en cristal semblait plus chaude, plus bienveillante, caressant les visages souriants des invités. Amélie se tenait au sommet du grand escalier de marbre, non plus comme une reine chancelante, mais comme une souveraine sereine. Sa robe n'était plus une armure, mais une parure, d'un bleu profond comme la mer de leur réconciliation. À ses côtés, Antoine n'était plus une ombre calculatrice, mais un prince consort, sa main trouvant la sienne avec une évidence naturelle. Leur descente ne fut pas une chute évitée, mais une procession triomphale, chaque marche scellant leur victoire commune contre les fantômes du passé et les prédateurs du présent, un pas après l'autre vers un avenir qu'ils avaient forgé ensemble. Devant le conseil d'administration et l'élite du monde des affaires, Antoine prit la parole. Sa voix, claire et ferme, emplit la grande salle, non pour se justifier, mais pour témoigner. Il raconta brièvement sa tromperie, non comme une arme de vengeance, mais comme le chemin tortueux qu'il avait dû emprunter pour trouver la vérité, la sienne et celle d'Amélie. Puis son regard se posa sur elle, un regard chargé d'une admiration et d'un amour que personne ne pouvait plus douter. Il décrivit sa force, son intelligence, sa résilience, la manière dont elle avait repris les rênes de son héritage, avec une sagesse nouvelle, née de l'humilité. En guise de conclusion, il lui tendit un cadre en argent. À l'intérieur, le contrat de service qu'elle lui avait fait signer, ce pacte initial de pouvoir et de méfiance, était désormais transformé. En bas, une nouvelle clause avait été ajoutée, écrite de sa main. Un partenariat à vie, fondé sur une honnêteté absolue. C'était sa réparation publique, un geste qui effaçait la dette et consacrait leur union. Leur vie quotidienne s'était installée dans une quiétude luxueuse, loin du tumulte des batailles passées. Les matinées commençaient dans leur suite, non plus adjacentes mais partagées, où la lumière de l'aube filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. La bibliothèque, autrefois leur arène, était devenue leur sanctuaire. Ils y travaillaient côte à côte, le parfum du café se mêlant à celui des vieux livres. Les réunions du conseil n'étaient plus des confrontations, mais des collaborations. Amélie dirigeait avec une autorité calme, écoutant les conseils d'Antoine, qui n'intervenait plus pour la déstabiliser, mais pour la soutenir. Le soir, ils se retiraient de ce monde, marchant dans les jardins, leurs conversations passant sans effort des stratégies de marché aux souvenirs d'enfance. La rigidité avait laissé place à la tendresse, le silence à une complicité profonde. Le château n'était plus un héritage à défendre, mais un foyer à chérir, vivant et chaleureux. Un soir, ils se retrouvèrent au pied du grand escalier, là où tout avait basculé. La musique d'un quatuor à cordes flottait depuis le salon, une mélodie douce qui pansait les cicatrices du passé. Amélie posa sa main sur la rampe de marbre froide,
se souvenant de la terreur, de l'humiliation. Antoine vint se placer derrière elle, ses bras l'enveloppant, sa chaleur chassant les derniers frissons de ce souvenir. « Plus jamais tu ne tomberas, Amélie, » murmura-t-il à son oreille, « et si jamais tu trébuches, je serai toujours là pour te rattraper. » Elle se retourna pour lui faire face, son regard plongeant dans le sien. Elle vit non plus un juge ou un manipulateur, mais son ancre, son refuge. Le lustre au-dessus d'eux ne projetait plus des éclats de lumière froids et accusateurs, mais des milliers de petites étoiles, témoins silencieux de leur rédemption. Ils n'avaient pas effacé le passé, ils l'avaient transcendé, transformant le lieu de sa plus grande honte en celui de leur plus grande force. Plus tard dans la nuit, alors que le château dormait, ils se tenaient près de la fenêtre de leur chambre, regardant la lune baigner les vignes d'une lumière argentée. Le monde extérieur, avec ses complots et ses attentes, semblait lointain, insignifiant. Antoine glissa dans sa main une petite boîte en velours. Elle l'ouvrit et découvrit non pas un diamant ostentatoire, mais un médaillon en or simple et ancien. À l'intérieur, une miniature exquise du phare de Normandie, leurs deux silhouettes minuscules peintes sur la plage, main dans la main. C'était le symbole de leur histoire, de leur solitude qui s'était retrouvée, de leur amour né dans la vérité la plus brute. Les larmes qui montèrent aux yeux d'Amélie n'étaient plus de douleur, mais de gratitude. Il referma ses doigts sur le médaillon, sa main recouvrant la sienne. Ce n'était pas un don de pouvoir ou de richesse, mais la promesse d'un port d'attache, d'une lumière qui ne s'éteindrait jamais, même dans les nuits les plus sombres. Ils restèrent ainsi un long moment, dans le silence confortable de ceux qui n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. Le château, les vignobles, l'empire, tout cela n'était plus le centre de leur univers, mais simplement le décor de leur amour. La véritable richesse qu'ils avaient trouvée n'était pas dans les caves remplies de champagne millésimé, mais dans la vulnérabilité qu'ils avaient osé partager. Le prince qui avait feint la cécité et l'héritière qui avait été aveuglée par son orgueil avaient enfin appris à voir, non pas avec leurs yeux, mais avec leur cœur. Leurs âmes, autrefois vides et solitaires, étaient maintenant pleines l'une de l'autre, un refuge imprenable contre les tempêtes du monde. Si cette histoire d'amour et de rédemption a résonné en vous, dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus touché. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.